Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette capsule, nous allons commencer à détailler les différents titres de propriété industrielle. En commençant bien sûr par le brevet d'invention. Alors, qu'est-ce qu'un brevet d'invention? Il s'agit d'un titre de propriété industrielle conféré par l'État à un inventeur et qui lui donne un droit de propriété sur son invention. Le brevet d'invention, c'est l'équivalent de la carte grise pour une voiture ou du titre foncier pour une maison. À ceci près qu'il est conféré pour une durée limitée. Le brevet d'invention est donc un titre de propriété industrielle qui a pour vocation de protéger l'aspect fonctionnel et technique d'une invention. Encore faut-il savoir qu'est-ce qui répond à la définition de l'invention. Qu'est-ce qu'une invention? Eh bien, l'invention, c'est simplement une solution technique nouvelle à un problème technique. Toute nouveauté qui viendrait solutionner une difficulté technique peut être considérée comme invention. Pour autant, est-ce que toutes les inventions sont brevetables? Eh bien non. Pour qu'une invention soit brevetable, pour qu'elle puisse être protégée par un brevet, il faut qu'elle réponde à 3 conditions cumulatives. Bien entendu, la condition de nouveauté. L'invention doit être nouvelle, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être la reproduction, l'imitation de quelque chose d'existant. Il faut que cette invention implique une activité inventive. Ce qui signifie qu'elle ne doit pas simplement être l'amélioration de l'existant. Et il faut enfin qu'elle soit susceptible d'application industrielle. Alors si on veut détailler ces 3 critères, on se rend compte que le législateur a défini la nouveauté en disant que une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. Que signifie l'état de la technique? Eh bien, c'est simplement l'ensemble des brevets déjà publiés ainsi que les demandes de brevets en cours. Grosso modo, dire qu'une invention est nouvelle, ça veut dire qu'elle ne rentre dans aucun brevet déjà déposé, ni dans aucune demande en cours. À ce stade, il est utile de braquer les projecteurs sur une particularité du brevet ou de la protection. En réalité, la protection par un brevet est à double tranchant. Lorsqu'on protège son invention par un brevet, on s'assure que toute atteinte à cette invention pourra être contestée devant les tribunaux par ou sur la base de ce brevet. Mais la protection par le brevet implique de publier le contenu de cette invention, de la partager avec le public. Donc le corollaire de la protection par le brevet, c'est la publicité ou la publication de l'invention et que donc tout le monde sera susceptible de la consulter, de voir son contenu. D'ailleurs, certaines entreprises préfèrent opter non pas pour la protection par le brevet, mais par le secret industriel. Au lieu d'aller déposer leur invention pour obtenir un brevet, ces entreprises mettent en place un système pour protéger l'information et faire en sorte que très peu de gens soient au courant du contenu de l'invention. Donc le corollaire de la protection, c'est la publication. Et c'est ce qu'on a. Et l'ensemble de ces publications représente l'état de la technique. La deuxième condition nous dit que l'invention doit impliquer une activité inventive. Ici, l'idée c'est de dire que l'invention ne doit pas être simplement une amélioration de quelque chose d'existant. Il faut que pour un homme du métier, un expert du domaine de l'invention dont on parle, il faut que l'expert constate que cette invention ne découle pas d'une manière évidente de ce qui existe déjà, mais qu'elle représente une innovation certaine. On pourrait dire, pour reprendre
le vocabulaire du droit d'auteur, que cette activité inventive, c'est l'empreinte de la personnalité de l'inventeur dans son invention. Enfin, l'invention doit être susceptible d'application industrielle, et ici se trouvent des contradictions importantes avec le droit d'auteur, puisque si vous vous rappelez, le droit d'auteur protège la forme des créations sans que leur utilité soit prise en compte. Pour les brevets, c'est l'inverse. Une invention doit être susceptible d'application industrielle, ce qui signifie qu'elle doit présenter une utilité déterminée, probante et crédible, et ce qui va impliquer ou ce qui va justifier sa production en série. Nous avons donc dit que le brevet d'invention est un titre de propriété sur une invention, comparable à la carte grise pour une voiture, comparable au titre foncier pour une maison. À ceci près que le brevet n'est délivré que pour une durée limitée. Un brevet est délivré pour protéger une invention pendant une durée de 20 ans non renouvelable. Il y a des situations où cette durée peut être prolongée d'une durée de 18 mois maximum, notamment lorsque la procédure de dépôt de demande de brevet a connu un retard imputable à l'administration. Dans ce cas, il est possible de prolonger la durée de protection du brevet d'un maximum de 18 mois. Mais en aucun cas, cette durée de 20 ans est renouvelable. Alors, le législateur, une fois qu'il nous a défini le brevet, qu'il nous a donné les conditions de protection d'une invention, il vient ensuite pour nous signifier, pour nous énumérer ce qui est exclu du champ de la protection, ce qui ne peut pas être protégé par un brevet. Notamment les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques, puisqu'ils ont ces trois éléments-là ont une dimension purement théorique et ne répondent pas aux trois critères de brevetabilité. Il en va également des créations esthétiques, pour la raison simple, c'est que les créations esthétiques sont du domaine du droit d'auteur et non pas du droit des brevets. Il en va également des programmes d'ordinateur, ce qui peut sembler étonnant, puisque les programmes d'ordinateur sont protégés par le droit d'auteur et non pas par le droit des brevets. Il est à savoir que dans certains pays, dans certains systèmes juridiques, il y a une double protection des programmes d'ordinateur. Ils peuvent être protégés au choix de l'inventeur, du créateur, par le droit d'auteur ou par le droit des brevets. Pour notre système national, notre système marocain, les brevets, plutôt les programmes d'ordinateur sont protégeables par le droit d'auteur et sont explicitement exclus du champ de protection par les brevets. Il est à savoir également que le législateur a identifié une liste d'éléments qui sont non pas exclus du champ de la brevetabilité comme tel, mais qui ne sont pas brevetables quand bien même elles répondraient aux trois critères de brevetabilité. Il s'agit des inventions contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Les inventions qui mettraient en exergue des éléments de pornographie, par exemple, sont contraires aux bonnes mœurs. Les inventions qui mettraient en exergue des choses qui pourraient être attentatoires à la sécurité intérieure sont contraires à l'ordre public, etc., etc. Les variétés végétales ou les races animales ne sont pas brevetables. Elles sont protégées par une loi indépendante qui est la loi sur les obtentions végétales. Et les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal ne sont pas également brevetables, sauf si la demande de brevet pour ces méthodes est présentée au même moment qu'une machinerie ou qu'un dispositif technique qui les accompagne. Les méthodes ne peuvent être brevetées qu'en accompagnement d'un dispositif innovant. Ce sera le dispositif innovant qui méritera le brevet, la méthode sera un accompagnement. Une méthode seule ne peut pas être brevetée. Si une invention répond aux critères de brevetabilité d'une part et ne rentre pas dans ce qui est exclu de la brevetabilité ou dans ce qui est attentatoire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public, eh bien le créateur, l'inventeur, pourra
commencer la démarche de protection pour l'obtention d'un brevet, et ce en déposant une demande auprès de l'OMPIC. L'OMPIC, c'est l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, qui est l'organe exclusivement compétent au Maroc pour recevoir les demandes de brevets, les demandes de marque, toutes les demandes pour des titres de propriété industrielle. Cette demande, ce formulaire, il comprend des éléments administratifs assez basiques, mais il comprend également 2-3 éléments d'une extrême importance. Il s'agit, bien sûr, de l'exposé de l'invention, la description de l'invention. C'est cette description de l'invention qui va conditionner la protection. Si un inventeur décrit mal son invention, il sera mal protégé. Donc, des 6 éléments qui doivent apparaître dans la demande, il faut accorder, l'inventeur doit accorder un intérêt particulier à l'exposé de l'invention et à la protection qu'il revendique. Il doit montrer quelles sont les innovations dans son invention et pourquoi elles méritent d'être protégées, et finir par dire « je suis le seul à pouvoir réclamer cette invention, cette innovation », donc ce qu'on appelle les réclamations. Comme je disais il y a quelques minutes, le fait de déposer un brevet implique de le publier pour que tout le monde puisse le consulter. Ça implique que cette demande de brevet qui comporte la description, donc cette description doit être faite de manière suffisamment claire et complète. Elle doit divulguer suffisamment d'informations pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter rien qu'en consultant le document du brevet. Vient ensuite la question de la titularité. Qui va être titulaire d'un brevet déposé? Eh bien, on considère que c'est l'inventeur qui est titulaire du brevet. Et qui est l'inventeur? Eh bien, la loi marocaine considère comme inventeur, comme premier titulaire du brevet, la personne physique qui a fait la demande en premier. Bien sûr, cette personne physique peut être au service d'une personne morale, auquel cas l'inventeur sera identifié comme cette personne physique, mais il aura cédé ses droits patrimoniaux sur l'invention. Il aura le droit d'apparaître comme inventeur, mais il ne sera pas titulaire des droits patrimoniaux sur l'invention. Et ce qui nous amène à la question de la titularité d'un brevet dans le cadre d'un contrat de travail, ou si on peut dire, quid d'une invention si l'inventeur est un salarié? Eh bien, 3 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est si l'invention vient, ou plutôt est le fruit du contenu du contrat de travail. Autrement dit, l'employeur a été embauché, l'employé a été embauché par l'employeur pour essayer d'innover, et il y arrive, en arrivant à une invention. Dans ce cas, c'est sa mission. Il n'a fait qu'exécuter sa mission. Sera donc considéré comme titulaire du brevet l'employeur. Pour tous les autres cas, toutes les inventions que ferait le salarié en dehors de son contrat de travail, c'est-à-dire si son contrat de travail n'implique pas une mission inventive, eh bien toutes ces inventions seront considérées comme la propriété du salarié. C'est le salarié qui sera considéré comme titulaire. Et puis il y a une troisième situation qui est intermédiaire. C'est lorsque le salarié a inventé quelque chose pendant l'exécution de ses fonctions, en profitant notamment du matériel mis à sa disposition par l'employeur, ou en profitant notamment des connaissances qu'il a acquis auprès de l'employeur. Et bien dans cette situation, le salarié doit informer son employeur qu'il est en train de déposer un brevet. Et l'employeur va voir si le salarié a vraiment profité de manière déterminante de son travail, ou plutôt des conditions mises à sa disposition par l'employeur. Est-ce qu'il a profité de ces conditions pour arriver à son invention,
ou non. Et selon les situations, l'employeur pourra aller auprès des tribunaux pour demander la co-titularité du brevet. Ce qui nous amène à la question suivante, qui est celle de l'exploitation commerciale d'un brevet. Comment est-ce qu'un inventeur va tirer profit de son brevet? Eh bien, par la cession. Il peut simplement vendre son brevet. Ou par la concession d'une licence. Il s'agit de licences d'exploitation. Ces licences d'exploitation peuvent être exclusives, c'est-à-dire que l'inventeur donne le droit à une seule entité d'exploiter son brevet. Elles peuvent être non exclusives, c'est-à-dire que l'inventeur va donner à plusieurs entités concurrentes le droit d'utiliser son brevet. Nous avons également les licences croisées qui se développent de plus en plus, où deux inventeurs qui ont, ou plutôt deux entités, en général des sociétés commerciales, qui disposent de deux brevets complémentaires, eh bien, elles vont faire ce qu'on appelle une licence croisée, c'est que chacun donne à l'autre l'autorisation d'utiliser son brevet. C'est assez courant dans le domaine de l'automobile, mais également dans le domaine de la téléphonie mobile. Et puis nous avons ce qu'on appelle les licences obligatoires. Qu'est-ce que les licences obligatoires? Eh bien, il s'agit de situations où l'inventeur est considéré comme défaillant d'une manière ou d'une autre, et toute personne qui a intérêt peut aller devant la justice pour réclamer l'obtention d'une licence obligatoire. Obliger le titulaire du brevet à céder à un tiers le droit d'exploiter ce brevet. Eh bien, cette situation de licence obligatoire est possible dans plusieurs situations. Si le propriétaire du brevet ou ses ayants cause n'ont pas commencé à exploiter l'invention sur le territoire du royaume pendant les 3 années après la délivrance du brevet. Pendant 3 ans, ils ont un brevet et ils n'en font rien. Ou à l'inverse, s'ils ont arrêté de commercialiser le brevet au Maroc depuis plus de 3 ans. Ou enfin, si le titulaire du brevet n'a pas commercialisé le produit objet du brevet en quantité suffisante pour satisfaire le marché. On peut aisément imaginer que cette situation est d'une grande pertinence lorsqu'il s'agit de médicaments. Imaginons un titulaire d'un brevet sur un médicament qui ne le commercialise pas de manière suffisante sur tout le territoire ou qui le commercialise à des prix exorbitants. Il est possible pour l'État d'aller octroyer des licences obligatoires à des concurrents, d'autres laboratoires pharmaceutiques, pour qu'ils mettent à disposition ce médicament de manière suffisamment étendue sur le territoire et à un prix suffisamment raisonnable. Il est à savoir que cette licence obligatoire ne peut en aucun cas être exclusive, ce qui peut aisément se comprendre, et il faut obligatoirement qu'elle soit accordée à des conditions prédéterminées, la durée, le champ d'application et le montant des redevances. Puisque quand on dit que c'est une licence obligatoire, ça ne veut pas dire que son premier titulaire est totalement lésé. Non, c'est juste que l'État, parfois, ou quelqu'un qui a intérêt par voie de justice, va réclamer l'obtention d'une licence obligatoire, mais il va tout de même payer des redevances au premier titulaire. C'est tout.